Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Nous parlerons des enjeux de la visite du président angolais en Côte d'Ivoire cette semaine. Et puis une question qui fait débat depuis peu, qu'est-ce qui divise le royaume baoulé? Une autre interrogation, ce qu'Assimi Goïta est allé faire à Ouagadougou cette semaine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nos consultants. Sylvain Debailly, bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir cher ami Kolo. Et bonsoir à Bledson Mathieu. Oui, bonsoir Kolo. Bledson Mathieu qui est journaliste à Fraternité Matin. Lanciné Bakayoko est avec nous ce soir. Bonsoir Lanciné. Bonsoir Kolo Koulibaly. Et bonsoir à professeur Kone Diakalia. Bonsoir. Bonsoir Kolo. Maître de conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. La coopération entre deux pays. Le président angolais João Lourenço était à Abidjan. 14 accords signés entre les deux pays. On fait le point avec Davis Soyo. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, accompagné de son épouse, est arrivé le mercredi 26 juin dernier à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. La visite s'inscrit dans le cadre de relations d'amitié et de travail qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et l'Angola. Elle vise également à redynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines. En témoignent les 14 accords paraphés par les deux chefs d'État. Les accords portent sur la coopération dans les domaines de l'agriculture, des mines et des hydrocarbures, des sports, de la gestion des ressources en eau, de la santé, de la forêt, des TIC, de la culture, des consultations politiques, de l'autonomisation des femmes, de l'industrie et de la radio-diffusion-télévision en vue d'échanger les contenus. Le président angolais a visité les locaux des CEMOA, société de transformation du chocolat basée dans la commune de Yopougon, pour s'enquérir de la capacité de transformation des fèves du cacao ivoirien. Dans la soirée du jeudi 27 juin dernier, le président Alassane Ouattara et son épouse ont offert un dîner au couple présidentiel angolais. Ils ont été distingués dans l'ordre national de la République du Côte d'Ivoire. C'est un calendrier tout de même chargé, cette visite de 72 heures. Sylvain Debailly, vos impressions sur ce que les deux pays, évidemment, entendent faire, puisqu'on a les conclusions de ces différents accords. Oui, je dirais d'abord que c'est une visite un peu classique qu'un chef d'État étranger rend à la Côte d'Ivoire. On l'a entendu dans le reportage, cette visite est placée sous l'angle de la coopération et du réchauffement des relations entre les deux pays. Cela est intéressant parce que nous sommes quand même à l'ère de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, ce sont les grands ensembles, je dirais les grands pays occidentaux qui essaient d'entretenir et de tirer l'Afrique vers eux. Aujourd'hui, il est aussi temps de marquer un arrêt et de redynamiser la coopération entre les pays d'Afrique eux-mêmes. Et la Côte d'Ivoire et l'Angola, qui partagent quand même des similitudes, parce que quand on regarde de par la géographie, les deux pays se trouvent sur la côte atlantique. Ils ont pratiquement les mêmes climats, parce qu'ils se trouvent dans la zone tropicale. L'Angola est un pays producteur de pétrole. C'est le troisième, je crois, en Afrique, et puis la quatrième réserve mondiale de pétrole. Donc, Nigeria. Tout à fait. Donc, c'est un pays qui est important. Mais quand on se rappelle un peu dans l'histoire, la Côte d'Ivoire et l'Angola ont eu des rapports particuliers. D'abord, sous Houphouët-Boigny, quand ce pays vivait encore sa crise, sinon sa longue guerre entre deux factions rivales, le MPLA et puis l'autre branche militaire. On avait vu que le président Houphouët-Boigny avait clairement pris position, de sorte que des Angolais étaient même en Côte d'Ivoire ici, jusqu'à ce que l'on arrive au temps de Laurent Gbagbo, qui a aussi fait son choix, et il avait fait le choix de Dos Santos et son régime. Des Angolais ici en Côte d'Ivoire avaient donc perdu les passeports diplomatiques, etc. On arrive à l'ère d'Alassane Ouattara. Je crois qu'aujourd'hui, l'Angola n'est plus un pays en guerre, c'est un pays totalement en paix, qui a besoin de la coopération, qui a besoin d'élargir ses horizons, et
qui veut profiter aussi de ce qui se fait de bien chez ses voisins, de ce qui se fait de bien ailleurs en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, quand vous regardez la composition de sa délégation, on nous parle de 50 chefs d'entreprise, ce n'est pas rien. C'est déjà, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui reflète une certaine image, une image positive à l'extérieur. Donc on se dit, ben, pourquoi ne pas venir profiter de ce qui se fait là-bas, avec les industriels, avec tous ceux qui comptent, tous ceux qui boostent l'économie ivoirienne. Donc venir s'inspirer de cette expérience-là et puis construire quelque chose d'agréable aussi pour les Angolais. Donc, on a visité l'usine de Semois pour le cacao. On a signé des accords, pas de 14 accords de coopération. Mais je crois que ici où nous sommes, la RTI doit pouvoir profiter de cela aussi. On regarde souvent sur les différentes chaînes le cinéma angolais qui fait aussi une percée. Donc, peut-être que très bientôt, notre chaîne nationale va pouvoir profiter. Et vous n'êtes pas d'ailleurs loin de l'ambassade qui est juste derrière ici. Donc, je crois que c'est une visite qui vaut son pesant d'or. Mais attendons de voir parce que, bon, on est dans les choses classiques. Hein. On a vu ici une visite de la République démocratique du Congo, toutes les autorités qui s'étaient déplacées, en tout cas. Pour le moment, on va rester sur l'ensemble. Voilà. Alors, M. Bakayoko, Sylvain Debailly peut-être fait bien de revenir sur les relations diplomatiques, disons politiques aussi, qui hier n'étaient pas tout à fait stables et parle même de normalisation. Vous êtes d'accord? Bon, oui, on peut parler de normalisation parce que il a rappelé les épisodes de l'UNITA pour laquelle le président Foubani avait pu faire cause et Laurent Gbagbo, de son côté, s'est rangé derrière Dos Santos. Et donc, certains avaient pensé que l'Angola était une sorte de chasse gardée, que l'Angola avait une prise sur la politique ivoirienne, mais c'est le lieu de rappeler que les États n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, l'intérêt de l'Angola, c'est de créer une synergie d'action avec les autorités ivoiriennes. Et cette coopération est d'autant nécessaire que l'Angola, qui est un puissant pays de l'Afrique, on va dire de l'Afrique australe, a une coopération très mitigée avec la Côte d'Ivoire, notamment au plan économique. Et les échanges, le flux des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, c'est à peu près 28 milliards de francs CFA, ce qui est marginal au regard du potentiel des deux pays. La Côte d'Ivoire aussi, qui est un très grand pays de l'Afrique de l'Ouest, veut élargir aujourd'hui ses horizons, avoir de nouveaux débouchés par rapport à sa volonté de développement accéléré, a besoin de coopérer avec un pays comme l'Angola qui a un potentiel énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Angola, c'est un pays qui est relativement en crise, 0,9% de taux de croissance en 2023 et le déficit budgétaire est énorme, mais il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées. Je dois rappeler aussi que la monnaie angolaise a été dévaluée d'à peu près 60%. Le Kwanza. Le Kwanza. Et donc, l'Angola a besoin de donner vie à son économie, de donner de la vigueur. Et puis, c'est un pays qui dépend à 95% du pétrole, même si il est aussi exportateur net de diamants et producteur d'or, de nickel. Avec un secteur agricole aussi, hein, avec des marges de progression. Et oui, ils ont un secteur agricole en progression. Voilà pourquoi l'opportunité a été saisie par Luanda de venir s'inspirer du modèle ivoirien, parce que la Côte d'Ivoire est un grand en matière agricole. Et ces relations sont d'autant nécessaires également que la Côte d'Ivoire aussi est en train d'entrer dans le groupe des produits pays pétroliers. Il a rappelé, l'Angola est à peu près 3e ou 4e producteur de pétrole, à peu près 2 millions de barils du jour. Et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, sa production reste marginale, mais le potentiel est là. Nous serons à 150 000 barils à l'horizon 2027. Mais c'est de la prospection, c'est de la prospective. La Côte d'Ivoire a besoin de se préparer à rentrer dans l'OPEP, à s'inspirer du modèle angolais et à voir également ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a marché. Et l'Angola aussi, qui a besoin de diversifier son économie et ne pas rester uniquement dépendant du pétrole, a besoin de voir comment la Côte d'Ivoire a fait pour progresser en matière d'agriculture. Vous avez vu sa visite à Semois, et cette visite n'est pas fortuite. Semois représente aujourd'hui l'un des fleurons de l'économie, en tout cas de l'industrie ivoirienne, notamment en matière de transformation du chocolat. C'est tout un symbole, mais c'est une ambition aussi de l'Angola de se convertir, pas de se convertir uniquement, mais d'élargir son potentiel économique avec les matières premières agricoles. Et donc, je pense que c'est une coopération
bien fructueuse, même si les 14 accords qui ont été signés sont dans divers domaines, transport, agro-industrie, tourisme, et télécom, etc., etc. C'est le début d'une nouvelle ère entre ces deux pays qui ont une histoire pas tout à fait similaire, mais quelques similitudes, puisque la Côte d'Ivoire vient d'une guerre, une rébellion qui l'a pas ravagée, mais qui a secoué un peu ses fondamentaux. L'Angola a connu une guerre, longue guerre de 1975 jusqu'en 2002, avec la mort de Jonas Malheiro Savimbi, le président de l'UNITA. Et donc, je crois aujourd'hui que les deux pays ont beaucoup à gagner dans cette coopération et je pense que les sillons ont été ouverts et nous pensons que ces sillons vont se raffermir au fil des années pour l'intérêt du peuple ivoirien et du peuple angolais. Bletson, Mathieu. Oui, c'est vraiment une excellente visite parce que c'est la coopération sud-sud, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'Angola, pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un bon pays. N'oublions pas l'Angola, vous l'avez dit tout à l'heure, a beaucoup de pétrole, donc beaucoup d'argent. L'Angola est pratiquement le seul pays africain qui a racheté pas mal d'entreprises au Portugal, pays colonisateur. L'Angola a des devises et tous les pays producteurs de pétrole cherchent toujours à diversifier leurs sources de revenus parce que le pétrole, demain matin, peut ne pas avoir la valeur qu'il vaut. Et puis ensuite, dès qu'il y a un problème, vous prenez vous encaissez le coût. De ce point de vue, il faut trouver un pays qui a des infrastructures, qui a des ambitions, dans lesquelles on peut investir tranquillement. Et quand vous checkez un peu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus attractifs. C'est vrai, les Ivoiriens ont leurs problèmes internes, il y a le coût de la vie et tout ça. Mais pour celui qui veut investir, la Côte d'Ivoire offre des potentialités extraordinaires. Mes prédécesseurs l'ont rappelé, on a une ambition de transformation de nos produits. C'est pour ça qu'il est allé voir l'usine de transformation à Yopougon. L'Angola pourrait éventuellement financer une telle usine ici, puisqu'il y a encore de la place. Mais on a un port extrêmement compétitif aujourd'hui avec les derniers investissements qui ont été faits. Et ça intéresse n'importe quel pays qui veut diversifier ses sources d'argent. On a du pétrole, on commence à devenir producteur de pétrole, mais on a surtout une des plus performantes raffineries d'Afrique. Et quand tu as une raffinerie, il faut chercher à tisser amitié avec les pays producteurs. Et donc, puisque l'Angola raffine très peu. Oui, très peu. Vraiment très peu. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment une clientèle qui nous intéresse. Pour eux aussi, notre marché agricole, notre marché de transformation des produits, et puis notre système économique est beaucoup plus structuré quand même, avec pratiquement au niveau de l'agriculture, même si en matière de vivrier, on ne s'autofise pas encore, mais on a toutes les expertises. On a toutes les expertises, on a les entreprises qu'il faut, les sociétés d'encadrement, on a les ingénieurs qu'il faut. Et pour un pays comme l'Angola, la Côte d'Ivoire est extrêmement intéressante. Voilà. Au professeur Koné. Oui, effectivement, je m'inscris dans cette même dynamique-là. Il faut ajouter également que cette visite-là fait suite déjà à la première grande commission mixte qui s'est tenue en avril 2024. Et j'aime bien cette citation d'un auteur que j'aime bien, Kourma, qui dit, et je le cite, il dit « Passer une porte, une deuxième, contourner une troisième et s'arrêter devant une quatrième, ce n'est pas chercher une case, mais c'est chercher une qualité d'homme. » Quand le président João Lourenço fait le déplacement à Abidjan actuellement, dans ce contexte-là, je pense que c'était pour chercher une qualité de gouvernance. Et de mon point de vue, par rapport à tout ce qui a été dit, nos deux pays, par rapport à tous les besoins du moment, je pense que ferait également cet accord de partenariat, de mon point de vue, très bienvenu. Sylvain Debaï, peut-être en vous écoutant, on a senti peut-être quelques réserves parlant des visites qui se succèdent et vous avez peut-être voulu dire qu'il faut aller au-delà des accords signés. Oui, je pense qu'il faut aller au-delà. On est encore dans le classique. On vient, la grande commission mixte de coopération se met en place, les dossiers sont évoqués, des accords sont signés, mais après, il faut aujourd'hui être dans le concret. Et moi, il y a un pays que j'admire bien, c'est le Maroc, qui est dans le concret. C'est-à-dire que quand le roi est arrivé ici, le roi du Maroc, je crois qu'il a fait 2 ou 3 visites en Côte d'Ivoire, mais par la suite, il y a eu du concret. On a vu ces grands chantiers de BTP, des constructions, des maisons, des appartements qui sortent de terre. Ça, c'est du visible. C'est du visible et je pense que la Côte d'Ivoire doit pouvoir suivre.
C'est-à-dire que nous, on reçoit des visites, mais nous aussi, on doit pouvoir aller aussi de l'autre côté, c'est-à-dire peut-être aller aussi en Angola, aller aussi à la conquête des marchés, parce que vous voyez des hommes d'affaires qui arrivent avec leur président, c'est-à-dire que la visite telle qu'elle se présente, elle est d'abord sous l'angle des affaires. Et on regarde ensuite la coopération, les accords qui sont signés. On parle des hydrocarbures. Vous savez que l'Angola était dans le capital de la CIR, hein, et puis après, l'Angola, par sa société, je crois, Sonangol, qui est sortie après, vers 2011-2012 par là. Et l'Angola aussi a eu du mal à reprendre ses rapports diplomatiques avec la Côte d'Ivoire au sortir de la crise. Et donc, quand le président angolais arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut que s'en réjouir pour la relance de cette coopération diplomatique. D'autant plus que nous partageons la côte atlantique, c'est important. La Côte d'Ivoire n'est pas très loin de l'Angola, je vais dire, quand on parle de la côte. Et donc, on a beaucoup à profiter de cette coopération-là. Et il faut aller très vite, il faut aller rester dans le concret. Très vite, il faut que la Côte d'Ivoire organise aussi ce retour-là. Oui, parce que le président Joao Lourenço a invité officiellement son homologue ivoirien pour une visite d'État en Angola sous l'angle économique, Lansana Bakayoko. Il faut y aller très rapidement. Oui, le journaliste spécialiste des questions économiques, ce dont parlait Sylvain Debailly tout à l'heure, le Forum économique a déjà adressé la question. Oui, bien sûr, il ne faut pas désespérer puisque le leadership angolais a changé. Les temps orageux dont parle Sylvain Debailly en 2011-2012, tout le monde sait à quoi ça fait référence. Il y avait une sorte... l'Angola avait pris position, en tout cas l'Angola de Dos Santos avait pris position pour le président Laurent Gbagbo. Et donc, au regard du changement de leadership en Côte d'Ivoire, il était en difficulté, il était mal placé de revenir, de tourner kazakh. Ça aurait été considéré par le clan de Laurent Gbagbo comme une trahison. Donc, je veux dire que ça, c'est l'histoire, c'est du passé maintenant. Nous sommes dans le présent et le leadership angolais a changé. Vous avez vu qu'il y a une rupture totale au point diplomatique, même au plan politique, entre le régime de Dos Santos et le régime de Lourenço. D'ailleurs, beaucoup de membres de l'administration Dos Santos sont aujourd'hui poursuivis par Joao Lourenço. Ça veut dire qu'il y a une rupture. Et ils sont du même parti, hein? Oui, bien sûr, ils sont du MPLA, mais il y a une rupture totale entre l'ancienne gouvernance et l'actuelle gouvernance. Ça veut dire qu'il y a des raisons d'espérer, en tout cas de croire à la nouvelle dynamique qui lie Abidjan à Luanda. Donc, je veux dire que sur ce point, il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, sur le plan économique, comme tu le dis, oui, il y a des potentialités que chaque pays doit pouvoir donner à l'un ou à l'autre. Voyez-vous, l'Angola, c'est un pays extrêmement puissant, en tout cas à l'échelle africaine. L'Angola, c'est un pays qui a du potentiel, qui a des hydrocarbures, qui a des ressources minières importantes. La Côte d'Ivoire doit pouvoir tirer parti. Et la Côte d'Ivoire aussi a effectivement besoin d'être un peu plus agressive en matière de conquête économique, puisque aujourd'hui, je l'avais dit, le déficit de la balance commerciale est en défaveur de la Côte d'Ivoire de 2,9. Donc la Côte d'Ivoire a besoin au minimum d'ajuster, sinon de renverser cette tendance-là. Pour dire qu'aujourd'hui, ces échanges-là, il ne faut pas croire qu'elles vont... en tout cas, cette coopération va rester virtuelle. Elle va se concrétiser, elle va aller grandissant. Parce que, en tout cas, la géopolitique économique, la géopolitique mondiale aujourd'hui, ou même africaine, a besoin aujourd'hui de nouvelles dynamiques. Et ces nouvelles dynamiques-là sont portées par la Côte d'Ivoire qui a de l'ambition, par l'Angola aussi qui a de l'ambition. Et donc, je pense qu'il y a un cadrage qui est fait. Il y a une sorte... il n'y a pas de hiatus entre les deux pays. Pour moi, c'est une question de survie aujourd'hui que l'Angola prenne les meilleures dispositions pour pouvoir raffermir cette coopération avec la Côte d'Ivoire. Il en est de même pour l'autre pays, je pense à la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de désespérer ou bien d'être attentiste vis-à-vis des résultats qui peuvent être produits par cette coopération-là. D'accord. Mathieu? Oui, Bailly est un peu dubitatif. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Il peut avoir eu cette visite et puis il n'y a pas eu de suite. Mais c'est quand même une visite du chef d'État avec son épouse durant 3 jours. Hein, et qui a été préparée, qui a été énormément préparée. Donc, c'est 2 États qui se rencontrent en territoire ivoirien.
Ce sont des chefs d'entreprise qui ont accompagné beaucoup de préparatifs. C'est vrai que dans l'immédiat, on veut bien comparer avec le rôle du Maroc. Le Maroc, c'était à une époque donnée, la Côte d'Ivoire redémarrait et le Maroc était le premier pays, en tout cas dans la sous-région, à nous faire confiance et à nous accompagner. C'est pour ça que vous voyez beaucoup plus de Marocains sur les routes et autres. Mais aujourd'hui, les infrastructures existent. Je vous ai parlé du port. On ne voit pas beaucoup le port. Et même quand tu demandes au cadre du RHDP, quand ils sont en campagne, ils ne parlent pas du port. Le plus gros investissement du président de la République, selon moi, c'est le port. Le port, il a agrandi le port, qui fait en sorte que le port qui était là avant, il recevait les tout petits bateaux, jusqu'à ce qu'il fasse le canal de Vridi. On a commencé à recevoir les bateaux moyens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reparle les grands bateaux qui, jusque-là, partaient en Afrique du Sud. Et c'est les bateaux moyens qui partaient prendre les marchandises pour envoyer ici. À partir de cet instant-là, on a une grande capacité d'exportation et on a une grande capacité de réception. On n'est même plus en concurrence avec les ports voisins. Ils vont tous venir s'approvisionner ici. Personne peut corroborer, nous étions à 9 mètres de tirant d'eau. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 16 mètres de tirant d'eau. Voilà. Donc ça, maintenant que tout est bon, il y a d'autres pays qui estiment qu'il faut quand même faire avec la Côte d'Ivoire pour ne pas être trop en retard. La semaine dernière, il y a une zone industrielle qui a été ouverte, on n'a pas beaucoup fait attention. On a lancé la première pierre pour les travaux. Ce n'est pas une zone industrielle de type usine qu'on installe. C'est une zone industrielle, c'est Vetia Salé Ndoussi, qui est créée par les Chinois, avec un accord. Parce que c'est les Chinois quand même qui ont financé la transformation du port. Avec un accord qui va consister à ramasser toutes les marchandises en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, toutes les marchandises qui sont achetées dans cette zone. Ils vont venir les déposer là-bas. Et finalement, c'est là que les Ivoiriens, tous ceux qui sont dans la région, iront faire les achats. Avec la possibilité de créer les usines même dans cet endroit. Donc, quand tu as un tel partenariat, ça intéresse les autres. Pour dire, attention, d'ici 5 ans, on n'ira plus en Chine prendre les marchandises. La Chine s'est déplacée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Blesson, pour continuer, je crois que ce projet, j'ai assisté à la signature du mémorandum entre la partie chinoise et la partie ivoirienne. C'est un projet de près de 1200 milliards de francs CFA d'investissement chinois. Les fonds sont presque mobilisés et ça va être une zone à la fois commerciale et une zone industrielle. Donc, qui a un potentiel de création de près de 2000 emplois, donc 2000 emplois directs. Donc, je veux dire que c'est effectivement, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique d'industrialisation qui peut intéresser l'Angola, notamment la Côte d'Ivoire qui va devenir un hub pour les produits chinois et qui va irriguer l'ensemble de la zone ouest africaine. Pour se connaître, oui, je pense que le président lui-même l'a dit. Il dit qu'il est venu à l'école ivoirienne pour solliciter l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière certainement de développement et de croissance. Et je pense qu'il semble avoir réussi. Il a choisi le pays qu'il faut parce que, vu tous les efforts en matière de développement que le président a entamés depuis quelque temps, il était tout à fait normal qu'il soit là, certainement. Rapidement, Kolo, comme je passe sur le contrat maintenant du professeur, il est universitaire. Comment on pourrait évaluer cette pénétrabilité de l'Angola en Côte d'Ivoire sous l'angle de la langue portugaise? Est-ce que... Oui, justement à l'université. Voilà, à l'université, est-ce qu'on a de plus en plus... Bien, parce que la barrière linguistique... Tout à fait. Le Portugais, la Côte d'Ivoire est membre observateur. est enseigné à l'université ici depuis plusieurs années. Beaucoup d'Angolais parlent français aussi. Voilà, et vice-versa. Oui. Et la Côte d'Ivoire est membre observateur de la communauté. Tout à fait. Bon, et puis, dans le domaine dont nous parlons, il n'y a pas de langue. Hein. C'est-à-dire quand deux médecins se rencontrent, ils ont leur façon de parler. Quand deux industriels se rencontrent, ils ont leur façon de parler. La barrière linguistique entre les citoyens. Tu t'en fais du tourisme en Angola, bon, il faut trouver un traducteur. Mais tu veux aller investir là-bas, ne vous t'en fais pas, c'est réglé. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et puis ils se comprennent très facilement. L'argent traverse les pays sans s'occuper des langues. Oui. Le langage de la langue, ce sont les devises. C'est intéressant qu'en Côte d'Ivoire... Quitte en Côte d'Ivoire, c'est du CFA, il arrive au Ghana, c'est Sidi, Nigeria, c'est Naira. Ils ont leur système de communication. Quand même, moi, je parle il y a déjà la faculté. Facilitation de... Il y a déjà la faculté dont parle le professeur tout à l'heure. Alors, messieurs, voilà un problème. Voilà un problème. On a fait le tour sur la visite. Voilà un problème qui date quand même. Ce qui se passe dans le royaume Baoulé nous intéresse ce soir. On en parle avec Davis Soyo et on se retrouve juste après. Un royaume de rois, après Nanan Otimi Anvo, fils de la défunte reine-mère Nanan Akouaboni II, qui se réclame roi des Baoulés, un autre Nanan Massim Kouadio, a été intronisé le 17 juin dernier avec pour nom de règne Sa Majesté Nanan Kwaku Dje II.
D'ailleurs, celui-ci attend son investiture. L'intronisation de Nanan Kwaku Dié II est loin de plaire aux partisans de Nanan Otimi Anvo qui se considèrent toujours comme l'héritier légitime et naturel du trône du royaume baoulé. À ce sujet, cadres, fils et filles baoulés ont été invités à Yamoussoukro par le doyen Kopli Boni pour en débattre. Rencontre dénoncée par ceux qui doutent de la légitimité de celui qui a convoqué le conclave. Pour certains, la confusion suscitée par ce bicéphalisme laisse penser à un nouveau feuilleton, la guerre de succession et de légitimité dans le pays baoulé. Et pour d'autres, cette lutte semble cacher des rivalités et implications politiques entretenues par chaque camp. Il y a tellement de questions. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous savez de cette situation? D'abord, vous, professeur, connaissez Diakalia. Bien, je voudrais déjà dire que ce qui se passe ici, là, est, de mon point de vue, très déplorable. Parce que le problème de chefferie qui se règle pratiquement sur la place publique sont, de mon point de vue, assez regrettables quand même. Parce que c'est des choses qui devaient déjà être réglées peut-être un peu dans les sous-bois, j'allais dire, entre les quatre murs, pour ne pas qu'on s'étale comme ça. Parce que quand on analyse bien ce que nous avons vu, entendu jusque-là, je m'en tiens à la dernière conclave qui a eu lieu la dernière fois à Yamoussoukro. Les principaux acteurs qui ont convoqué cette conclave-là sont politiquement marqués, il faut qu'on se le dise. Bon, là, ça amène à s'interroger. Vous parlez du doyen Kopli Boni? Oui, malheureusement, il est connu, c'est un des hauts cadres du PDCI. Et également, il y avait le doyen Camille Ali également, qui est très connu aussi sur la sphère politique. Ce sont vraiment c'est regrettable quand même. Et je pense que le peuple baoulé gagnait à régler ce problème-là autrement, de mon point de vue. Mais comment? Vous avez peut-être une idée? Parce qu'il faut quand même sortir de la crise aussi. Oui, bon, mais justement, il faut se parler. Je pense qu'entre eux, au niveau de cette communauté-là, il y a des personnes de ressources qui existent certainement. Il faut trouver vraiment le bon tempo, le cadre approprié pour se parler et puis régler définitivement ce problème, de mon point de vue. Bledson Mathieu? Oui, bon, qu'est-ce qui se passe? Le problème baoulé nous a intéressés. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler lorsqu'on a étudié l'arrivée des baoulés en Côte d'Ivoire. Donc là, on a eu la reine Ablapoku, qui va arriver jusqu'à Bouaké, selon certains chercheurs. D'autres ont dit qu'elle est arrivée à Sakassou. Mais bref, après la reine Ablapoku, il y a eu sa nièce, Akwaboni. Jusque-là, voilà ce qu'on a su du royaume. Sans qu'il y ait de bruit, d'autres rois se sont succédés. Jusqu'en 2002, le dernier, c'est Anoublé III. Quand il meurt, c'est une dame, Akwaboni III, qui prend le pouvoir. La régente, ça. Voilà. Précision. La précision, on va la prendre en 2018 et 2019. Lorsque son fils, qui approchait la cinquantaine, devrait être intronisé. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'elle était là comme une régente. Et que vous parlez maintenant de Ngatono Monique. Absolument. Qui est décédé. Ah, oui. Malheureusement, pour peut-être le pays baoulé, ça va coïncider avec une autre période politique intense, c'est la sortie du PDC et du RHDP. Sur la cérémonie, se serait déroulée sans qu'il n'y ait de bruit. Mais comme ça a coïncidé, donc les politiques se sont immiscés. En tout cas, quand je parle des politiques, je fais attention. Elle a été intronisée en 2016, Ngatono Monique, oui. Oui, mais en 2019, son fils devrait récupérer le pouvoir. Sur ça, il n'y avait pas de... J'ai essayé d'interroger tout le monde. Sur ça, il n'y avait pas trop de contradictions. Sauf que, bon, lorsque ça a lieu, certains ne sont plus d'accord. Et finalement, il y a une opposition entre la reine-mère et le fils qui est, selon la tradition, si on tire là-dessus jusqu'au Ghana, qui est l'héritier. Aujourd'hui, l'autre bloc dit, bon, cette affaire de Ghana, c'est 1400, 1600, bon, on n'est vraiment pas rentré là-dedans, le royaume est modernisé. On parle du fait que la reine-mère, la reine tout court, c'était Akwaboni, et donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre comme roi son fils, ce n'est pas possible, donc voici un peu le processus. Bon, est-ce que ça va avoir fin? Je ne sais pas. Pour moi, ça s'est passé en 2018 parce qu'il y avait une tension politique dans la zone. Pourquoi ça revient? Ça revient avec vigueur parce qu'on approche 2025, on a fini la CAN et la même tension politique que tu sens là, c'est ce qui se ressent à Sakassou. Personne ne veut, comment on appelle ça, entendre raison et probablement ça va continuer. Mais ce qui est gênant, c'est que moi, je ne vois pas particulièrement, il ne faut pas chercher vraiment le gain politique. Je ne crois pas qu'un royaume soit un gain politique pour celui qui le contrôle.
Seulement, tu as des cadres qui estiment que si tu maîtrises le roi, ben, tu maîtrises l'argent. Parce que dans toute cette affaire l'ivoirien, c'est vraiment l'argent qui va faire que on va regarder la ligne droite. On sait que c'est vraiment la ligne droite. J'ai échangé avec beaucoup de cadres. Mais aujourd'hui, ceux que j'interroge ne veulent pas se mêler. Parce que si tu prends un côté, tu es RHDP, si tu prends l'autre côté, tu es PDCI. Ça a été même l'erreur de la dernière réunion qui a été convoquée par quelqu'un qui a été révélé à la Côte d'Ivoire comme successeur de Bédier. C'est-à-dire le doyen Copley. Bon, on ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'on le désigne comme successeur de Bédier. Donc, quand il y a un problème traditionnel, en principe, il devrait avoir la charge de dire, bon, trouvons d'autres personnes moins marquées pour négocier avec... parce que ce n'est pas très joli, vraiment pas très joli qu'on dise qu'il y a deux rois qui se battent. En tout cas, toute cette affaire, c'est une affaire de famille. Mais il y a par derrière des gens qui estiment que quand tu maîtrises le roi, tu maîtrises l'argent. Je ne crois pas que c'est le gain politique. Un roi ne donne pas de consignes de vote, et même dans les royaumes où il n'y a vraiment pas de débat, le royaume de l'Indénié, du Diablin, du Saint-Louis, le roi ne donne pas de consignes de vote, même s'il devrait le faire, bon, ben, ça ne prenait pas. Par contre, tous les hommes politiques, pendant la campagne, vont saluer d'abord le chef du village, le roi, ils font des dons. C'est vraiment autour de ça. Et il y a des gens, tout à l'heure, comment on appelle ça, dans l'élément, on a dit que le roi élu, nommé ou, je ne sais pas moi, intronisé récemment, prépare son investiture. Mais ça, c'est un budget. Donc, là où on parle de budget ivoirien court là-bas, est-ce que c'est un bon roi, est-ce que c'est un mauvais roi, mais il aura un budget. Le budget sera présenté à quelqu'un, qui sera présenté à quelqu'un, l'argent va être débloqué et ils vont gérer. Mais quand il y a une affaire d'argent, l'Ivoirien peut faire parler à sa maman, à son fils, à son enfant. Bon, c'est vraiment gênant pour nous. Je préfère rester sur la question principale. Donc, ce qui nous divise, ce qui divise le royaume baoulé. Sylvain Debailly, vous avez une idée? Ben, moi qui suis bêté, je ne serais pas vraiment légitime de parler d'une affaire de royauté en pays baoulé, parce que chez moi, on n'a pas de roi. Nous, on a des chefs de village. Et ça, ce sont des questions que je ne maîtrise pas tellement. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment à l'aune de ce que nous disons et de ce que nous écoutons, ça et là. Il me souvient que cette affaire a commencé, comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, depuis bien longtemps. Et on est arrivé à un summum en 2018, 2019, quand le roi Nana Kassi a été intronisé. Aujourd'hui, moi, de mon point de vue, j'ai pensé qu'avec la disparition de celle qu'on appelait la reine-mère, cette crise-là allait maintenant s'estomper et que le royaume baoulé devait rentrer dans une ère de stabilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On assiste quand même, c'est une variante, hein, ce qui se passe en pays baoulé, mais ces dernières années, on assiste quand même à une déstabilisation des monarchies en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, la même chose s'est passée à Yamoussoukro avec la tribu, avec les Lakoué. La même chose à Bounoua partout. Dans des villages ébriés, etc. On vient, on destitue des chefs. Bon, bref, pour revenir au royaume baoulé, il faut quand même inscrire ce qui se passe là-bas dans le contexte politique aussi, parce que ça ne peut pas se départir du contexte politique ivoirien. Mais en même temps, quand tu regardes l'histoire, on se rend compte aussi qu'il y a toujours eu ces crises dans le royaume. Dans le royaume baoulé, est-ce qu'on peut forcément ramener ça depuis d'ailleurs 1903, quand vous vous référez à l'histoire? Vous sentez qu'il y a toujours eu ces crises entre les Djé et les Anonglais, donc cette rotation qu'il y a au niveau du pouvoir. Oui. Et la dernière crise, c'était en 1978, quand Guédé est décédé, jusqu'en 1996. On n'a pas de roi. Oui, mais là, c'était toujours en interne et on se donnait toujours les moyens coutumiers de pouvoir régler ces crises-là. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a même plus de personnes qui soient légitimes pour venir régler cette question. Parce que celui-là, quand il intervient, il sera taxé de PDCI. Quand celui-ci intervient, il sera taxé de RHDP. De sorte qu'aujourd'hui, il y a un certain langage qui est né chez les Ivoiriens qui parle de roi RHDP, roi PDCI. Vous voyez, quand on arrive à ces extrêmes-là, c'est quand même dangereux. Et moi, je pense que dans cette affaire, il va falloir recourir à tous les moyens coutumiers pour pouvoir régler la question. Il a parlé tout à l'heure du royaume Ashanti. Je pense que c'est là-bas la source.
Et si on a des problèmes pour interpréter les règles coutumières, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut inviter le royaume Ashanti dans cette crise-là pour pouvoir trouver une issue. Sinon, à l'état actuel des choses, où les rapports sont aiguisés, où on taxe rapidement celui-là ou celui-ci d'être de tel parti ou bien de tel bord, ça va être difficile. Et ce qui même ajoute à la tension, c'est le conclave tenu ce mercredi passé par le doyen Kopli Boni. Et là, il a dit des choses vraiment qui ne sont pas pour apaiser la tension. Parce que quand vous l'écoutez, il dit par exemple que cette communauté, il parle de la communauté de Baoulé, cette communauté représente une partie importante en Côte d'Ivoire et on se dit, comme ils sont solidaires en grande partie PDCI et qu'on veut tuer le PDCI-RDA, il faut diviser les Baoulés, il faut les opposer. Alors, est-ce que la source de ce problème se retrouve là, dans ce qu'il a dit? C'est problématique et je pense que pour régler cette question-là, il faut vraiment se mener d'une certaine sagesse. Il faut que des sachants rentrent en ligne de compte pour concilier les différents prétendants, pour concilier les différents protagonistes. Parce que, après tout, ils sont tous baoulés et ils ont un intérêt commun, c'est la stabilité de leur royaume. Lansili Bakayoko. Moi, sur la gestion de cette crise de royauté, moi, je ne vais pas m'aventurer dans l'interprétation de textes coutumiers parce que je n'en ai ni l'expertise ni la connaissance. Mais moi, j'interviendrai sur les aspects qui peuvent toucher la République. Parce que la République de Côte d'Ivoire, elle appartient à tous les Ivoiriens. Et donc, s'il y a des incidences de cette crise interne à cette tribu qui vont rejaillir sur l'ensemble de la République, en ce moment-là, moi, c'est là que moi, je me sens interpellé. Et quand je dis ça, je fais référence un peu au discours de Kopli Boni à la réunion de Yamoussoukro. J'ai eu l'impression d'entendre un suprémaciste de l'apartheid. Je l'ai entendu dire que les Ashantis, qui sont les pendants des Baoulés au Ghana, représentent 18% et que ce sont ces 18% qui dominent la vie politique, sociale, économique au Ghana et que celui-même qui ne parle pas la langue des Ashantis, qui est le Twi, est considéré comme un étranger. Et que eux, qui sont les pendants de ces Ashantis en Côte d'Ivoire, qui représentent 27%, ils doivent avoir, sous-entendu, la même posture. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent dominer la vie politique en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je trouve que ce discours-là, il est extrêmement dangereux. Et il est extrêmement dangereux d'autant que Kopli Boni, c'est un nonagénaire, presque un centenaire, qui représente, si vous voulez, la conscience morale de la Côte d'Ivoire, qui devait être aujourd'hui l'un des sages de la Côte d'Ivoire, mais qui se lance dans cette entreprise de désagrégation de notre nation, une entreprise de destruction de l'unité nationale. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Parce que nous sommes dans la construction d'une nation qui est progressive, mais nous sommes dans la construction d'une nation. Et donc, aujourd'hui, venir et regarder la Côte d'Ivoire en morceaux, baoulés, Abron, Agni, tout ça, moi je pense que ça ne devait pas être le rôle du doyen, du professeur Kopli Boni. Aujourd'hui, il a atteint l'âge que tout le monde veut, c'est une grâce, et lui, il devait laisser en héritage une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire qui va vers la nation. Ce n'est pas à lui de provoquer la déflagration. Or, ce discours-là, il est un discours de suprémaciste, dans une république. Qu'est-ce que Debaï disait tout à l'heure, que lui, il est bêté? Mais attendez, si les bêtés en font de même chez eux, et que les Malinqués en font de même dans leur nord, et que les Abrons en font, mais je pense que la Côte d'Ivoire est menacée. La Côte d'Ivoire est menacée. C'est pour ça que moi, je voudrais interpeller. Et cette politisation, je voudrais terminer par là. En principe, s'il s'agit d'une crise de royauté, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que le siège de la royauté baoulée, c'est à Sakassou. À mon avis, la réunion aurait pu se tenir à Sakassou. Mais vous avez vu qu'en faisant venir la réunion à Yamoussoukro, qui est symboliquement le siège du PDCI-RDA, et dans son discours, il a fait référence à Houphouët-Boigny, dit-il, qui faisait des faveurs à ses frères baoulés. Et ça, je pense que ça, c'est du révisionnisme. Je pense que Houphouët-Boigny était un personnage transversal.
mais il dit que lui-même, il a bénéficié des faveurs que Houphouët-Boigny faisait à ses frères Baoulé, parce qu'il est monté dans le bateau du papa de Afim Kwasi pour l'amener en France, et que ça devrait continuer. Je pense que Koblu Boni, moi j'en attends beaucoup plus de lui que ce genre de discours sectaires-là qui sont une vraie menace pour l'unité nationale. Mais il dit que Sagassi est occupé par les militaires. Ça en rajoute à la crise peut-être Certainement, oui. Parce que ce que je voulais ajouter, c'est qu'il ne devrait pas jouer les premiers rôles dans cette crise-là. Peut-être qu'il devrait jouer les seconds rôles, mais pas les premiers. Parce qu'à partir du moment, comme je l'ai dit, où il est politiquement marqué et qui s'affiche encore après le décès du président Henri Konan Bédié, on l'a vu jouer les premiers rôles au niveau du PDCI. Et là encore, il vient jouer encore les premiers rôles dans la résolution d'une crise communautaire. Je pense que ça n'a pas été, de mon point de vue, ça n'était pas bien pensé. L'enseignant Bagaïko parlait du retour au royaume à Sakassou, mais le royaume qui a désigné le 14e roi, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Est-ce que dans cette situation, dans cette atmosphère où on est politiquement ou non marqué, on peut estimer ou prévoir de sortir vraiment maintenant de la situation, Bletton? Bon, il ne faut pas désespérer quand même. Forcément, il y a toujours une réaction du peuple, une réaction un peu... Peut-être que là où le débat est arrivé, parce que les derniers propos sont assez graves. Et je ne crois pas qu'il y ait une communauté baoulée qui veut un certain nombre d'avantages, tels que le doyen l'a dit. Je préfère ne pas parler de ces propos. Je pense que c'est plutôt ceux qui étaient assis à côté qui auraient dû faire un peu attention au discours qui est écrit et que bref, ça a déjà été fait, ça a été rendu public, mais on peut quand même oublier, ne pas penser que c'est ce que pense l'ensemble des Baoulés et que non. Il va arriver un moment où ceux qui courent après l'argent ou qui veulent se servir du royaume pour une ascension politique seront mis, je pense, à l'écart. Quand on va pouvoir le faire, on ira trouver une solution, parce que la tradition règle le problème. Ce n'est pas qu'il n'y a, c'est pas une mauvaise interprétation, non. Ceux qui sont à la base savent très bien que où se trouve la vérité. Ça, ils le savent. J'ai échangé en offre avec ça, ils Parce le qu'il savent. y a un mode de succession. Il y a un mode de succession qui est établi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'endroit où on peut changer, il n'y a pas de constitution à changer. La tradition, c'est la tradition. Le roi n'est pas là, c'est l'enfant de sa sœur. Si l'enfant est petit, sa maman devient régente. Ça, c'est comme ça jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Le trône lui-même est conçu, il y en a deux. Tu as le trône et puis tu as le trône de la reine-mère. Parce qu'un pays à Caen, c'est la reine-mère qui détient réellement le pouvoir. L'Abia. Voilà, mais elle ne passe pas au premier plan. Ça, c'est vraiment un réglage que les ancêtres ont trouvé qui marche très bien. Bon, le problème, c'est tu en arrives là, on est en pleine... La dame aussi est mal morte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où bon, il y a encore le tourbillon politique. Il dit que si on parle le passé, effectivement, à l'intérieur de la crise du royaume baoulé, il y a eu des crises. Simplement aussi parce que quand ils sont arrivés, ils se sont installés dans plusieurs villes et ils sont arrivés aussi par vagues. Donc, celui qui a Béoumi, par exemple, c'est le frère d'Abla Pokou qui allait installer le peuple Béoumi. Donc, les gens ont été un peu distancés. À un moment, le gars qui a dit Mokoro, il est baoulé, mais il ne choisit pas son chef en consultant le roi qui a Sakassou. Ça, ils ont fonctionné un peu de façon indépendante. Ça a mené quelques crises. Mais ça a été réglé assez facilement. Aujourd'hui, c'est parce que le politique met sa main là-dedans. Le politique met sa main là-dedans. Le premier choc a lieu au moment où le PDCI sortait du RHDP et le second choc va avoir lieu au moment où on prépare le 2025. Bon, voilà. Donc ça... Je voudrais juste ajouter que le PDCI, s'il te plaît, je voudrais juste ajouter que Koblu Boni doit sortir le PDCI de cette crise. Parce qu'il ne faut pas considérer que le PDCI est exclusivement baoulé. Qu'est-ce que les autres, les Dikawe, même les Tiam, qui sont issus de la diversité, comment eux aujourd'hui se sentent-ils en entendant, en écoutant Koblu Boni qui veut assimiler coûte que coûte le PDCI au Baouli. Et moi, je pense que cette tendance-là de repli, de sectarisme-là, ça ne peut pas aujourd'hui, ce n'est pas la ligne que la Côte d'Ivoire doit suivre aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est une nation, est un pays qui a besoin si vous voulez, une société hétérogène, mais une société aussi homogène en termes de nation. Et je pense que c'est vers là qu'il faut partir que d'aujourd'hui de faire la promotion d'un repli comme si on était au temps de l'apartheid ou du nazisme. Sylvain voulait ajouter quelque chose? Oui, non, juste dire que bon, le doyen Koblu Boni, il est quand même assez responsable et je pense qu'il assume ses dits et ses actes. Parce que je ne pense pas qu'il ait convoqué ce conclave-là
sous l'angle, enfin, que ce soit un conclave du PDCI. Bon, ça doit être certainement un conclave des dignitaires baoulés, parce que c'est eux qui sont concernés directement, au premier chef, par ce problème-là. Parce que par le passé aussi, on a eu des interventions un peu intempestives de certaines autorités politiques. Quelqu'un même a dit... Pourquoi a-t-il prononcé le nom PDCI à cette réunion? Quelqu'un même a dit... Pourquoi a donc-il pu prononcer le nom PDCI à cette réunion? Oui, il a... Et puis la succession, ce n'est pas une affaire de cadre d'une ethnie. C'est quand même régi par une autorité traditionnelle. Oui, oui. C'est quand même régi par des règles en interne que des notables connaissent. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est entre les Djé et les Anoublé. Je pense assez clair. Oui, tout à fait, mais il faudrait quand même quelqu'un de légitime pour pouvoir recoller les morceaux. Bon, je pense que c'est de la sensibilisation qu'il voulait peut-être faire. Bon, mais est-ce que les mots utilisés pour le faire ont été à leur place? Bon, ça, je ne saurais juger. Mais je me dis que ces dernières années-là, cette crise a eu quand même des tournants. En tout cas, en ce qui concerne l'émission des politiques. Quelqu'un avait même dit, un politique bien marqué au RHDP avait dit, la reine, celle qui doit régner, c'est Nana Akua-Boni, celui qui ne veut pas d'elle qui retourne au Ghana. On a entendu ces propos-là aussi. Donc, moi je pense qu'à un moment donné, évidemment. Voilà, à un moment donné, je le disais, si on a des problèmes pour interpréter les règles coutumières, qu'on se réfère au royaume du Ghana. Il y a même, pour terminer sur la question. Oui, je termine. Il y a même une institution, une instance qui devait être capable de ramener ce problème à ses justes proportions. Des rois, je ne veux pas de la Chambre des rois, mais aujourd'hui, elle aussi... Oui, elle n'est pas encore très solide. Mais tout à l'heure, on a évoqué un peu les autres problèmes, parce que le royaume, chefferie, c'est sensiblement les mêmes. Quand vous prenez les chefferies le plus autour d'Abidjan, elles sont les plus déstabilisées. Là où il y a des cadres, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis dans un bureau, qui va au village, il va à sa montée de cadre, donc c'est un chercheur d'argent, il arrive au village avec le problème. La plupart du temps, quand vous entendez un problème dans une chefferie chercher, il y a des deux cadres derrière. Je ne sais pas trop si c'est l'école qui nous déforme, qui nous donne cette envie de vouloir tout prendre, de chercher l'argent partout. Tu es à Abidjan, tu fais tes choses, tu arrives au village, tu veux devenir chef. Chaque fois qu'il y a eu conflit dans un village de chefferie, tu vois deux chefs. Et dans ce royaume-là-bas, c'est ceux qui sont derrière. C'est ceux qui sont derrière, qui ont réussi, il n'y a pas encore longtemps, à opposer un homme et sa maman. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Ils ont tenu jusqu'à ce que la dame meure et aujourd'hui, ils recontinuent. Et chacun veut recruter, mais c'est vraiment juste parce que c'est les mêmes gars que tu vas trouver en politique, c'est les mêmes gars que tu vas trouver dans les ONG, c'est les mêmes gars. Et l'Ivoirien, c'est une affaire d'argent. Ouais. Vraiment, quand je regarde ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut léguer parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui auraient pu être les doyens, quand tu entends ce qu'ils disent, tu es dessus. Nous-mêmes qui sommes là, qui serons peut-être les doyens de demain, bon, quand on se regarde comme ça, on se dit, mais, bon, conséquence, pour faire l'examen de nos enfants, on oublie de mettre caméra pour les surveiller. C'est quel pays ça? Je voudrais terminer qu'il faut que Kobri Boni comprenne qu'on n'est pas au temps de la race aryenne. Les Baoulés ne seront jamais considérés comme la race aryenne parce que c'est un chemin sans lendemain, c'est une impasse. D'accord, alors on va sortir. Il n'a même pas parlé au nom des Baoulés, hein. Aucun Baoulé l'a légué là-bas, il a vraiment tenu. Il y a eu un certain nombre de personnes, bon, on ne veut pas trop rentrer dans les détails, qui ont poussé le vieux à dire des choses comme ça, mais il ne faut même pas tenir compte. Il n'a pas parlé au nom des Baoulés, aucun Baoulé ne l'a délégué. Il n'a même pas parlé au nom du PDCI, ce n'est pas une réunion du PDCI qu'il a envoyé là-bas. La première fois qu'on l'a vu sur la place publique, ce sont les tests du PDCI qui l'ont fait sortir. Mais sa réunion là-bas, il allait faire ça à titre privé. Ça, même quand il sort le nom du PDCI, il n'a pas... ce n'est pas une autorité du parti, voilà. Il a assumé l'autorité première du PDCI jusqu'à ce qu'il y ait les élections. Il n'occupe plus aucun rôle. Il parle à son nom personnel, il ne parle pas au nom des Baoulés, il ne faut même pas analyser, c'est pour pas donner trop de valeur pour ça. Mais je pense que c'est des gens qui sont autour, que bon, on les a vus d'ailleurs. Bon, voilà. On va sortir du pays. Assimi Goïta, le président de la transition malienne, a rencontré Ibrahim Traoré au Burkina Faso, certainement une étape importante dans l'AES. David Soyo. Première visite officielle du président de la transition malienne, Assimi Goïta, au Burkina Faso. Arrivé le 25 juin dernier à Ouagadougou, le colonel Assimi Goïta a rencontré son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, pour échanger sur plusieurs sujets
commun. Pour Bamako et Ouagadougou, la visite revêt une importance capitale car les deux États sont liés par la géographie et la culture. Mieux, le défi principal demeure la lutte contre le terrorisme dans les deux pays, mais au-delà dans l'Alliance des États du Sahel, AES, centre d'intérêt dans leurs conversations. Ils envisagent également le renforcement des relations socio-économiques dans les États de l'AES. Le colonel Assimi Goïta a aussi évoqué l'acquisition de matériel militaire auprès de la Russie, la Chine et la Turquie, qualifiés de partenaires sincères. Cette visite d'amitié et de travail du président de la transition malienne intervient après l'attaque de Mansilla qui a fait plus de 100 morts. Alors, le procès, c'est donc certainement l'aspect sécuritaire qui a pris le dessus au cours de cette visite d'Assimi Goïta. Bien, au-delà de l'aspect sécuritaire, je crois qu'il ne faut pas être dupe. Visiblement, et ça se voit tout de suite, on sent que Assimi allait porter son soutien à son compagnon d'âme, dont le pouvoir était vacillant à cette période-là. Et quand il est arrivé, il a encore réaffirmé son soutien au président Traoré en disant, et je le cite, il dit que nos destins sont liés, nous avons pris un chemin de non-retour, et que cela soit clair, c'est ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que ces trois pays-là se sont, de mon point de vue, engagés dans une voie sans issue, qui, de mon point de vue, ne peut pas prospérer actuellement parce que les régimes militaires, on sait généralement comment ces régimes-là finissent. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Betson Mathieu. Bon, il allait soutenir son poulain qui a assez de difficultés d'abord sur le terrain. Sur le terrain, contrairement au Mali, où quand même l'armée réussit à récupérer quelques espaces, au Burkina, c'est vraiment pas du tout ça. Le Burkina n'a pas fait le choix total du Mali de dire on fait venir Wagner, on va équiper notre armée. Et puis, il a l'impression qu'il est un peu gamin quand même, il se balade. Bon, moi, si je suis énervé, je vais produire plus de cacao que la Côte d'Ivoire en 3 ans. Et finalement, quand il y a eu l'attaque, la dernière attaque qui a provoqué plus de 100 morts de soldats à Mansilla, bon, les militaires maliens, le burkinabé ne pouvaient pas supporter. Donc, c'est vrai, sur le champ, Assimi Goïta a envoyé ces militaires aller sécuriser le pouvoir d'Ibé, parce qu'eux, ils ne veulent plus de coup d'État en interne, naturellement. Donc, maintenant, il allait à la limite, je ne dirais pas lui tirer les oreilles, mais bon, mettre le pont sur les i et puis l'engager financièrement également, puisque ça coûte de l'argent beaucoup, l'achat des armes, l'entretien des mercenaires, ça coûte de l'argent. Le Burkina, pour l'instant, ne décaisse pas trop d'argent dans cette affaire. Donc, je pense que c'est les deux problèmes. Je ne vois pas d'autres, parce que quand tu regardes même les deux visages, là, Ibrahim et puis Assimi, bon, il ne faut pas parler d'économie. Ça n'a rien à voir avec la visite d'État, dont on parlait tout à l'heure en Côte d'Ivoire et l'Angola. Quand tu les regardes les deux, c'est militaire seulement, il faut parler. Voilà. Et puis, ils ont la frontière la plus bouillante. Et aujourd'hui, les djihadistes qui fuient le Mali se réfugient au Burkina et ils retournent au Mali automatiquement. Donc, ça crée un problème même pour la sécurité du Mali, puisque quand tu les poursuis, ils vont se réfugier au Mali, au Burkina. Et quand ils sont bien à l'aise, ils viennent attaquer. Voilà. Bon, comme ils sont camarades, ils ne peuvent pas dénoncer cette affaire, mais c'est pour essayer de régler un peu toute cette affaire-là. Sylvain Debaï. Moi, je vois cette visite comme une visite de deux amis, des gens qui ont pris un engagement d'un côté comme de l'autre et qui sont obligés de continuer dans cette voie-là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que ça. Vous savez, on a deux hommes qui appartiennent désormais à une même communauté, mais qui ont deux styles différents, et même s'ils sont militaires. On a un Ibrahim Traoré très présent, en tout cas dans l'arène politique de son pays, et un Assimi Goïta assez calme, dont on n'entend pas beaucoup de déclarations. Et donc, dans ce qu'ils ont choisi depuis maintenant janvier 2024, c'est-à-dire d'appartenir à un même ensemble qui est l'AES, ils ont même signé récemment un document d'orientation de cette coopération, de cette nouvelle organisation. Et il faut donc consolider les bases de cette organisation. Et donc, après le Burkina, certainement, qu'il ira au Niger, parce que ce sont les trois qui ont décidé de marcher ensemble.
Et comme on peut le comprendre, il y a nécessairement un volet sécuritaire. Parce que si on a décidé de marcher ensemble, on se doit solidarité. Au plan militaire, Bledson dit que comme ils sont militaires, ils ne peuvent que parler des choses militaires, sinon on ne peut pas parler de développement. Mais en même temps... Ce n'est pas votre avis. Non, ça veut pas, les affaires d'un pays ne peuvent pas être que militaires. Il y a quand même du développement. Le Mali et le Burkina Faso sont dans la même sphère géographique et ils partagent quand même certaines cultures, certains liens. Ensemble, du point de vue de la production, les deux pays produisent du minerai. Et donc, il y a des axes de coopération qui peuvent naître. Il y a quelques investissements qui ont cours, même si ce n'est pas grandeur nature. Et donc, les deux peuvent aller pour s'encourager sur la voie qu'ils ont choisie, pour s'encourager s'entendre sur leur avenir commun, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui dirigent ces deux pays-là et c'est eux qui font leur choix et c'est leurs choix qui vont déterminer le futur de ces pays-là. Donc, il est normal qu'ils se rendent visite pour voir à quel niveau ils sont et pour voir comment ils marchent ensemble. Enseignant Bakayoko, c'était loin d'une visite de courtoisie. C'est peut-être lié, comme disait le professeur Koné tout à l'heure, aux derniers événements au Burkina Faso. Bien sûr, la terminologie diplomatique qui dit que c'était une visite sécuritaire et économique, je pense que ça reste rien que du discours. Mais pour moi, il s'agissait peut-être, probablement, de lancer un message à ceux qui, en tout cas aujourd'hui, menacent le pouvoir burkinabé. Parce que tout le monde sait que c'est un pouvoir aujourd'hui vacillant, un pouvoir qui a perdu quasiment pied, et il y a des officiers burkinabés aujourd'hui qui n'entendent pas continuer l'aventure avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc ça, c'est connu aussi bien des autorités burkinabées que des autorités maliennes qui ont décidé de faire un déplacement à Ouagadougou pour passer un message à ceux qui éventuellement voudraient remplacer Ibrahim Traoré et dire oui, nous sommes dans une amitié objective, nous sommes dans une solidarité militaire, Ibrahim est notre ami et donc si vous cherchez à le renverser, nous sommes là pour constituer une sorte de bouclier. Parce que nous savons également aussi qu'il y a eu quelques déplacements des militaires de Wagner au Burkina Faso. Mais le Burkina aujourd'hui est pris dans son propre piège. Je vais parler du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il avait raconté qu'il ne voudrait pas d'armée étrangère sur son territoire. Il avait mis en selle les VDP et il avait claironné partout que le Burkina n'a pas besoin de l'appui extérieur militaire. Aujourd'hui, il voit bien que les VDP qu'il a constitués et son armée sont à bout de souffle et que cette armée n'est plus en mesure de garantir la stabilité du Burkina comme il avait espéré. Et donc, si vous voulez, ces échanges avec le colonel Assimi Goïta sonnent un peu comme une recherche de stratégie pour pouvoir garantir la pérennité du régime burkinabé. Mais la question aujourd'hui est de savoir est-ce que le Mali, qui a ses propres problèmes intérieurs, a les moyens aujourd'hui, même s'il existe un pacte, je veux dire, qui permet à chaque pays de secourir l'un ou l'autre en cas de problème, mais tout le monde sait qu'au Burkina aujourd'hui, la stabilité n'est pas de mise et qu'au Niger, il y a une sorte de rébellion qui est en gestation, une rébellion très forte, qui demande d'ailleurs la libération de Mohamed Bazoum. Et donc, le Burkina aujourd'hui est dans une sorte d'amitié objective avec le Mali, vers qui il demande secours. Mais Assimi a-t-il les moyens aujourd'hui de sauver le soldat Ibrahim Traoré? Sur ce point, les jeux ne sont pas tout à fait clairs. Alors, on va regarder comment évolue justement cette situation. On a fait le tour des trois questions ce soir. Merci Sylvain Debailly, merci Bledson Mathieu, merci l'enseignant Bakayoko. Et merci à vos professeurs Koné Diakalia, maître de conférence à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de 20h. Et puis à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.